Pour mettre en place un dialogue structuré jeunesse en Bretagne, l'enjeu principal est de mettre tous les acteurs de jeunesse autour de la table. Mais qui sont les acteurs de jeunesse aujourd'hui? Je suis éducatrice de rue à la prévention spécialisée. Animatrice dans un accueil communal. Je suis conseiller en insertion pro en mission locale. Monitrice éducatrice dans un centre social. Animatrice en résidence jeunes travailleurs. Je suis éducatrice spécialisée dans un PAEJ. Je suis éducateur sportif dans un IME. Je suis conseiller principal d'éducation dans un lycée. La région Bretagne et ses partenaires du plan breton de mobilisation pour les jeunesses vous présentent les cafés coop jeunesse. Venez à la rencontre des acteurs jeunesse des territoires, une fois par mois, le vendredi, après la pause déjeuner. Bienvenue! Coop Jeunesse, un nouveau rendez-vous proposé par la région Bretagne. Nous allons être ensemble pendant près de 3/4 d'heure, un vendredi par mois, et ce jusqu'au mois de juillet. Avec moi aujourd'hui dans ce studio, situé au sein même du siège du conseil régional à Patonne, à Rennes, Madame Gabi Cadiou, bonjour, présidente de la commission jeunesse, égalité et citoyenneté, conseillère régionale en charge de la jeunesse, et Violaine Guinet à vos côtés, chef de service égalité des droits jeunesse. Ensemble, nous allons revenir dans un instant sur la genèse de ce projet et les attendus de cette initiative. Nous aurons également avec nous des représentants des acteurs jeunesse du territoire qui vont nous faire part de coopérations qu'ils ont mis en place et nous indiquer comment cela a été rendu possible. Enfin, nous aurons un temps d'échange, un jeu de questions-réponses avec la complicité de Lucie qui co-animera avec moi ce webinaire et qui nous fera remonter des questions, des réactions de votre part. Et je vous demande de bien vouloir nous partager tout ça uniquement dans le chat. Enfin, un petit point technique avant de débuter complètement. Pour le bon déroulement de l'émission, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros et vos caméras. Merci beaucoup. Alors, pour débuter ce premier rendez-vous, ce premier café coop jeunesse, il nous est paru important de revenir sur la genèse, de savoir pourquoi ce nouveau rendez-vous. Gabi Cadiou, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité, pourquoi il était important d'avoir de nouveaux temps d'échange à travers ces webinaires? En fait, ça découle de l'expérience qu'on a maintenant des années du plan breton de mobilisation pour les jeunesses, donc un petit peu plus de 2 ans en ce qui me concerne. On a fait en fait le constat que les acteurs et les actrices jeunesse sont très, très variés sur notre territoire. Et on a pu voir lors de ces premières années du plan le reflet du millefeuille de dispositifs en fait, d'action en faveur des jeunes. Il y a énormément de familles d'acteurs et on en découvre encore tous les jours. Donc aujourd'hui, il nous paraît important pour comprendre vraiment l'ensemble de cet écosystème, avant de comprendre qui fait quoi pour les jeunes, il nous paraît important de comprendre tout simplement qui fait, parce qu'on découvre encore des acteurs au quotidien. Et là me revient en tête un exemple d'échange qu'on a pu vivre lors d'un précédent chantier 13, donc dialogue jeunes élus, donc à l'Andévent. Au moment d'un atelier, il y avait des jeunes du conseil de vie lycéenne d'un lycée de Vannes qui étaient présents. Et en fait, je me suis rendu compte que plusieurs acteurs ne connaissaient pas ou méconnaissaient ce qu'était un conseil de vie lycéenne, avaient plutôt l'impression que les jeunes étaient les porte-parole de leurs camarades au sein des conseils de classe ou d'administration. Mais en fait, non, ils peuvent aussi s'engager via les CVF dans les lycées. Ils ont parlé notamment d'une friperie solidaire, de projets ESS qu'ils ont menés dans leur établissement, et c'est très intéressant. Et là, on s'est vraiment rendu compte que le qui fait, parfois, n'était pas connu aussi entre acteurs, quoi. Donc, c'était important pour nous de mettre ce webinaire en place pour ça. Alors, Violaine, peut-être pour mieux comprendre et voir un petit peu comment se sont montées les choses, est-ce qu'on peut revenir sur l'historique de ce chantier 14, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, les premiers travaux autour de ce chantier 14 ont démarré en 2021. Et pour se remettre juste dans le contexte et dans l'histoire, 2021 en Bretagne, c'est la fin de l'expérimentation Jeunes en Trans, qui est maintenant terminée. Et expérimentation qui a vu naître dans certains territoires bretons ce que les acteurs du territoire ont appelé des colloques, des coordinations locales d'acteurs de jeunesse, qui sont des espaces qui ont permis aux acteurs de jeunesse, à une pluralité d'acteurs de jeunesse, de se retrouver et de commencer à partager et à porter des projets ensemble. Et là, sur la base de ces signaux en fait, issus de l'expérimentation, on se dit qu'il y a sans doute un besoin, quelque chose à réfléchir autour de ces partages entre grandes familles d'acteurs de jeunesse.
Alors, fort de ce contexte, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment ça s'est déroulé ensuite? Alors très concrètement, pour commencer à travailler, on s'est appuyé sur un petit groupe de travail de facilitateurs composé du conseil départemental des Côtes-d'Armor, de l'Urage et de la CAF 56, voilà, que je remercie, j'en profite parce que je sais qu'ils sont là, et donc pour les remercier pour leur investissement. Et assez vite, ce groupe de travail a dressé un constat. C'est qu'avec les acteurs de jeunesse, derrière les acteurs de jeunesse, il y a une pluralité de réseaux d'acteurs de jeunesse. L'éducation nationale, les mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, le réseau information jeunesse, les missions locales, etc. On a entendu dans le générique, hein, voilà. Fait exprès. Et que ces réseaux sont globalement bien structurés. Mais qu'en revanche, il y a peu de liens en inter-réseau et peu de connexions. Et si les réseaux se connaissent, il n'y a pas une connaissance fine des actions menées par les uns et par les autres. Et on s'est dit que c'était bien là qu'était l'enjeu. En fait, dans cet inter-réseau, dans ces intermétiers, on a vu aussi dans le générique que derrière ces acteurs de jeunesse, il y a une très grande pluralité de métiers et qu'il y a un enjeu très fort vis-à-vis des jeunes, en fait, pour réussir à avoir une approche de plus en plus globale, essayer d'éviter l'approche en silo, que chaque réseau informe un jeune ou l'accompagne ou le conseille par rapport à sa compétence, mais puisse développer aussi une approche globale. Et ça passe par l'interconnaissance des différents réseaux d'acteurs. Et concrètement, qu'est-ce que ça a donné lieu à quoi? Alors très concrètement, en mars 2022, une quarantaine d'acteurs de jeunesse issus de têtes de réseaux régionales et départementales se sont retrouvés à Redon, au tiers-lieu Le Parallèle. Et de cette journée sont ressortis 2 axes de travail forts. Le premier, c'est la mise en lumière, mais on s'en doutait, d'un besoin d'interconnaissance entre réseaux. Et le second, c'est aussi un besoin d'alimentation, d'inspiration. Se connaître, savoir que les autres existent, savoir ce qu'ils font, c'est bien, mais savoir ce que ça peut produire de coopérer ensemble, c'est vraiment ça dont les acteurs semblaient avoir besoin aujourd'hui. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, hein, pour rebondir sur ce que Violaine vient de dire. C'est vraiment, comme on le disait en introduction, une meilleure connaissance, interconnaissance de l'autre, une envie de travailler ensemble et d'aller vers les réseaux qui vont nous être présentés lors de ces webinaires. Et que ces webinaires créent aussi comme vous le disiez à l'instant, Violaine, des coopérations au niveau local et régional avec les acteurs et les actrices qui vont nous être présentés. Voilà, donc les 3 points et vos 3 aspirations, c'est ça, à l'issue de ces webinaires au mois de juillet. En tout cas, merci pour cette introduction, on y voit plus clair et on va passer tout de suite au concret avec des acteurs de terrain qui vont nous expliquer. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Alors donc, nous passons à notre séquence des acteurs de terrain. Soyez les bienvenus, mesdames, un plateau très, très féminin. Donc, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir avec nous des représentants du CRIJ et du CIJ de La Roche-Chauffée Communauté. Pour le CRIJ, j'ai avec moi Christelle Blon. Bonjour. Bonjour, vous êtes au CRIJ depuis une vingtaine d'années. Vous êtes chargée de la valorisation de l'accompagnement jeunesse, si j'ai bien tout compris. Et vous étiez auparavant en charge des mobilités internationales. C'est bien ça. Avec vous, Solène Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de Régional Eurodesk et chargée de ces fameuses mobilités internationales. Vous êtes au CRIJ depuis 2018. Oui. Et également à vos côtés, bonjour et bienvenue, Marine Raguet, de la structure information jeunesse et du CIJ de La Roche-Chauffée Communauté. Oui. Merci infiniment d'être avec nous. C'était compliqué de vous avoir, mais nous sommes ravis que vous soyez parvenus jusqu'à nous. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors, on va commencer par le CRIJ, si vous voulez bien, on va dire un petit peu tête de réseau régional. Dans cet écosystème dont on a parlé, le CRIJ a peut-être une place un petit peu particulière. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est le CRIJ ? Avec plaisir, oui. Donc le CRIJ, c'est une association qui existe depuis 1976 et qui est tête d'un réseau de près de 70 structures en Bretagne. On fait partie aussi d'un réseau national et on a tous une charte commune que l'on respecte. Et en fait, tous les pros de ce réseau vont, dans leur mission, pouvoir informer et accompagner tous les jeunes sans condition sur un peu toutes les questions qui peuvent se poser à un moment donné de leur parcours. Donc, ça peut être, par exemple, des questions sur l'orientation, c'est aussi sur les jobs, sur tout ce qui va être logement, sur la santé, la vie quotidienne en général. Il y a 11 thématiques. Il y a 11 thématiques, voilà. On a aussi des questions liées au loisir, mais aussi à tout ce qui est bénévolat, volontariat, toutes les formes d'engagement, et puis aussi la mobilité internationale dont on parlait.
Et en fait, le rôle du CRIJ, ça va être d'une part de pouvoir, de créer des outils d'information qui vont être en direction des jeunes et des professionnels qui les informent, les accompagnent. L'autre volet de leur mission, ça va être, de la mission de CRIJ, ça va être d'accompagner ce réseau breton à l'échelle départementale et régionale. Alors, je précise juste que sur les Côtes-d'Armor, ce sont nos collègues de l'ADIJ, l'Association départementale information jeunesse, qui jouent ce rôle. Voilà. Et puis, peut-être au-delà, c'est aussi d'être ressource pour tous les professionnels jeunesse en Bretagne. Et peut-être préciser aussi, voilà, que par rapport à ce qui nous réunit, c'est que on a été aussi tous les salariés du CRIJ très investis dans le plan de mobilisation pour les jeunesses, avec la participation à différents chantiers. Voilà, en gros, pour une rapide présentation. Merci beaucoup. Alors, nous évoquions 11 thématiques et justement l'international. C'est justement l'apport d'entrée, c'est un petit peu la thématique qui a fait que des coopérations sont mises en place et une coopération qui a débuté avec d'autres acteurs avec la création d'un outil d'information, il nous semble, régional dédié à la mobilité des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être, Solène? Oui. En fait, il y a effectivement cette coopération, elle a débuté avec des acteurs professionnels des universités, chambres des métiers, l'artisanat, pour créer un outil et qui a donné un site d'information. Et en fait, il y a eu un élan qui a été impulsé en 2015 avec la création du COREMOB, Comité régional de la mobilité européenne et internationale des jeunes, qui est piloté par le Conseil régional de Bretagne et en étroite collaboration avec l'État, avec l'ADRAREC et les acteurs associatifs qui sont pilotes d'axe. Donc, l'objectif du COREMOB, c'était de coordonner les acteurs de la mobilité, qui soient accompagnateurs de projets, financeurs de projets ou juste informateurs, en fait, de les mettre en lien et de coordonner en fait ces actions qui avaient lieu sur toute la région. Et donc, le CRIJ porte l'axe lisibilité de l'information en direction des professionnels et des jeunes. Donc, en fait, dans l'émission du CRIJ par rapport à cet axe-là, on va retrouver justement l'animation du site En route pour le monde, qui est la plateforme dédiée, qui est vraiment un site d'info pour les jeunes et un site de ressources pour les professionnels de jeunesse, qui va avoir sa newsletter aussi, qui est mensuelle. Cette newsletter, elle va aussi permettre aux acteurs de la mobilité de rester en veille sur ce qui se passe et aussi de rendre visible et de valoriser les actions qui se passent sur les territoires. Donc, tout le monde peut se saisir de la newsletter en nous contactant pour valoriser une action sur cette thématique. Et voilà, la coopération, elle s'est faite aussi depuis 2015. Donc, il y a de nombreux chantiers qui ont été créés, en fait, dans ce cadre-là. Et donc, on est sur le COREMOB, c'est le chantier 9 du plan de mobilisation des jeunesses bretonnes. Alors, au-delà de la mobilité internationale, le CRIJ peut adopter une double posture, j'ai envie de dire, par rapport à ses collaborations, qui peut être à la fois facilitateur et acteur. Alors, CRIJ facilitateur, ça donne quoi? On l'a peut-être un peu compris, de la mise en réseau, de faire... Voilà, exactement, ça va être de la mise en lien en fait des acteurs du territoire, qu'importe en fait la thématique, avec aussi le réseau information jeunesse. Nous, on a des bases de données sur lesquelles on recense en fait toutes les structures, les aides qui existent sur les territoires. Donc, on va avoir ce rôle-là aussi de mettre en lien en fait les acteurs vers le réseau information jeunesse. Une des actions, par exemple, dans le Finistère, il y a une action qui a été portée sur l'information par les pairs, donc en fait des jeunes qui vont aller donner de l'information sur les égalités hommes-femmes et les discriminations. Donc, c'est le réseau des ambassadeurisses. Et donc, là, c'est avec des jeunes, les structures info-jeunes du territoire et les collèges en fait, du territoire. Donc, en fait, il va y avoir des actions qui vont être mises en place. Justement, les jeunes vont aller aussi animer dans les collèges des ateliers sur ces thématiques. Voilà, donc c'est un des rôles du CRIJ.
Bon, ça donne un petit peu à voir sur le côté facilitateur. Le côté acteur, il porte des projets, d'autres projets, des initiatives avec d'autres partenaires. Oui, alors on a un petit peu cette double casquette. Peut-être, oui, un exemple sur lequel on peut s'appuyer, c'est notamment la plateforme GEP, qui est dédiée aux initiatives des jeunes. Jeunes en projet. Voilà, jeunes en projet. Et puis le site sur lequel on peut la trouver, c'est gep.bzh, tout simplement. On trouvera tous les liens actuellement sur le chat. Et sur la chaîne YouTube, il y aura aussi tous les liens qui sont. Ok, super. Donc ce fameux projet. Oui, donc ça, c'est une plateforme en fait qui est à la fois au service des jeunes et des professionnels qui les accompagnent dans leurs initiatives. On est sur des projets pour faire vite hors études, stage, emploi. Et donc, elle s'est d'abord développée dans le Finistère en lien avec différents acteurs du territoire, justement. Et puis ensuite, elle s'est régionalisée en 2021. Et pour faire un peu tout le chemin, là, en janvier 2024, elle a pu abriter une des aides qui a été développée dans le cadre du plan de mobilisation par le chantier engagement. Donc, c'est la bourse régionale de l'engagement. Donc, les jeunes peuvent là directement déposer en prendre connaissance, utiliser l'outil, déposer leur demande en ligne. Et puis, du coup, ça servira à valoriser aussi tous ces projets qui auront été soutenus. Voilà. Vous avez aussi d'autres initiatives assez fortes. Et après, Marie pourra nous dire en quoi ça a bouleversé aussi certains projets qui ont pu voir le jour. Des rencontres régionales. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est plus interne à notre réseau. C'est le moment où on se retrouve tous, où on échange sur nos pratiques, sur nos outils, et notamment le forum des innovations à chaque fois qui permet de mieux connaître ce que les uns et les autres font. Chaque année, c'est dans un département différent. Cette année, ce sera dans le Finistère à Lesneven en mai. Donc 23 et 24 mai. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un programme qui se construit, alors, le CRIGé moteur, mais ça se construit aussi avec une petite équipe de professionnels du réseau. Voilà. Et, un autre exemple peut-être, le CRIGE porteur de projet. Alors voilà, peut-être s'il faut un peu conclure cette présentation rapide, on peut dire aussi que via notre lettre d'info, qui s'adresse à tous les professionnels de jeunesse de Bretagne, on peut justement suivre un petit peu les outils et l'actualité du réseau IJ. Et puis, on essaye aussi d'y diffuser notre veille par rapport à toutes les questions de jeunesse et puis de mettre aussi en avant certaines initiatives. Donc, alors tout ça, on le retrouve sur notre site qui est dédié aux professionnels. Donc, c'est pro.infojeune.bzh. Et voilà, on peut s'y inscrire, tout le monde peut s'y inscrire. On peut s'y inscrire, tous les professionnels. Voilà, elle est mensuelle. D'accord, parfait. Alors, fort de tout ce que vous voulez nous dire, on a un exemple dans l'exemple, j'ai envie de dire, avec vous, Marine Raguet, donc vous êtes aussi dans Réchauffer communauté, je vais m'en sortir. Donc, vous avez un exemple très marquant par rapport à cette coopération, le fait qu'il y ait eu des ponts et des liens. Vous, les rencontres régionales en 2023, vous avez découvert un projet que vous vous êtes approprié, j'ai envie de dire, et que vous avez... Oui, c'est ça. En fait, ça s'est passé sur les rencontres régionales de 2013 ou 2014. C'est vrai que les rencontres régionales, on arrive souvent avec des constats sur notre territoire. On a repéré des besoins et on se dit, tiens, peut-être que chez les collègues, je vais trouver un outil qui répondrait bien à ce besoin-là. Et c'est ce qui s'est passé, parce que nous, on observait qu'on avait très peu de demandes sur les questions de santé au sein de notre structure. Et aussi, les établissements scolaires nous avaient fait remonter des besoins pour travailler avec leurs élèves des projets de prévention santé. Et sur le Forum des innovations, j'ai rencontré une collègue du ministère qui avait mis en place un dispositif qui s'appelle The Box,
Donc, sur son territoire, c'était mis en place, c'était porté par un centre social et elle était partenaire en tant qu'IJ. Et voilà, je me suis dit, mais ça correspond tout à Pour fait à le ce qu'on contexte, recherche. c'était pour répondre à une inquiétante évolution du taux de suicide chez les jeunes. Et vous, les besoins qui avaient été identifiés, c'était de pouvoir répondre à certaines demandes en termes de santé et de bien-être au point de vue global? Oui, voilà. Nous, on cherchait un outil qui puisse répondre au bien-être des jeunes au niveau global et surtout qui libère la parole au niveau de leurs questions intimes. Alors, expliquez-nous, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Vous avez vent de ce dispositif. Oui. Et c'est quoi le principe? Pourquoi vous êtes dit, ça peut le faire, ça peut correspondre? Ça peut correspondre parce que c'est un outil qui répond aux besoins d'anonymat des jeunes sur ces questions-là. Qui sont des questions intimes qui ne sont pas faciles à aborder pour eux, aux besoins d'immédiateté, ils sont dans une envie immédiate de l'information, et aux besoins de facilité, d'un accès facile à l'information. C'était du côté des jeunes et de notre côté, ça garantissait une information fiable, de qualité et c'était aussi l'opportunité de mettre en réseau des professionnels de différents secteurs sur notre territoire, secteur du social, de la santé, avec qui on travaillait, mais sur des projets ponctuels et dont on avait besoin pour répondre à ces questionnements-là. Parce que nous, dans un SIG, surtout en milieu rural, on est généraliste, mais on n'a pas forcément les compétences pour répondre à toutes les questions de sexualité, de protection de l'enfance. Voilà, c'est des sujets assez pointus et on avait besoin de leur expertise à eux pour répondre aux jeunes. Qu'on comprenne bien, le dispositif qui s'adresse aux jeunes, il est comment? C'est-à-dire, comment fait le jeune pour poser sa question et avoir une réponse? Voilà, donc on a fait en sorte que ce soit le plus simple possible. En fait, il peut envoyer un SMS qui n'est pas surtaxé, donc c'est gratuit pour lui, il est anonyme, il n'a pas besoin de nous dire qui il est, ni où il habite. Et il peut nous parler de sa situation, nous poser sa question. Ce SMS arrive sur une plateforme numérique que nous, au niveau du SIG, on consulte tous les jours ouvrables. Et tous les 15 jours, on organise un comité de lecture avec les 22 professionnels du réseau The Box. Et on répond collectivement à la question, qui est renvoyée aux jeunes sous format SMS également. Ça a l'air simple. Donc, tous les 15 jours, il y a un comité de lecture. Oui. Depuis combien de temps? 2015. 2015, avec 22 professionnels qui se réunissent. Alors, les 22 ne se réunissent pas à chaque fois. En fait, ils s'inscrivent. Il faut qu'on soit minimum 3 ou 4. Et on essaye de représenter à chaque fois toutes les compétences. Voilà, on est quelqu'un du social, on a des compétences en psychologie, etc. Si jamais la question est assez spécifique, notamment sur les questions de sexualité, on interpelle la conseillère conjugale du CEDAS en amont, qui nous fait une réponse et qu'on soumet au comité de lecture pour qu'ils aient les éléments pour répondre aux jeunes. On comprenne bien, là, ça a l'air simple. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il a fallu que vous mettiez en place et comment vous avez créé cette coopération, cette collaboration? Vous êtes allée toute seule créer votre petit réseau de professionnels? Votre gros réseau? Oui. Déjà, il faut dire qu'il nous a fallu 1 an pour mettre en place ce dispositif avant qu'il soit opérationnel pour les jeunes. 1 an pour mettre en place ce réseau et pour créer collectivement le dispositif dont on avait envie. Il ne s'agissait pas de faire un copier-coller du Finistère non plus. On avait déjà des liens parce qu'on menait des projets de prévention santé sur le territoire avec certains professionnels, mais pas tous. Après, on est allé chercher les compétences qui nous manquaient. Et là, effectivement, on a pris notre bâton de pèlerin et on a été toquer aux portes. On a présenté le dispositif en expliquant que ça répondait à un vrai besoin chez les jeunes. Et les professionnels ont adhéré, mais pas uniquement pour ça. En fait, ils étaient aussi intéressés d'intégrer ce réseau pour rentrer en lien avec d'autres professionnels, échanger avec eux. Et ça, on ne l'avait pas forcément anticipé. Mais la raison pour laquelle ils ont adhéré à ce projet, c'était aussi pour ça. De l'isolement. Exactement, notamment pour les libéraux qui ont peu l'occasion de travailler en équipe. Pour les animateurs jeunesse qui sont souvent isolés dans leur structure et qui ont besoin de se former sur ces sujets-là aussi.
Mais pour tous les autres, en fait, c'était Donc la un élément pertinence important. du La projet pertinence et le fait de se retrouver. et le fait de se retrouver et d'être au sein d'un réseau. Et le réseau s'alimente régulièrement. Et voilà, c'est assez étonnant parce que même maintenant, je me rends compte que quand un nouveau professionnel arrive sur le territoire, bah, tout de suite, les autres vont lui dire, mais intègre The Box et tu vas connaître tout le monde très vite. Donc c'est vraiment un accélérateur pour C'est super. connaître. Les meilleurs Voilà. ambassadeurs sont ceux qui sont à l'intérieur. Ah oui, oui, ça se fait tout naturellement. On n'intervient presque plus là-dessus. Le réseau se réalimente tout seul. Et les gens qui quittent le territoire ont à cœur de présenter The Box avant de partir à la personne qui les succède pour que vraiment le lien se fasse. Ouais. J'ai envie qu'on parle d'une collaboration avec les établissements scolaires parce que la porte d'entrée pour pouvoir faire connaître ce dispositif et donner le fameux numéro de téléphone pour qu'ils envoient le SMS, c'est l'établissement scolaire. Oui, c'est essentiel parce que on ne peut pas communiquer sur les réseaux sociaux, sur Internet ou dans la presse parce qu'on ne pourrait pas gérer des demandes au-delà de notre territoire, puis on n'a pas les moyens humains. Donc la seule façon pour nous de communiquer, c'est en face à face. Donc chaque jeune a l'information à l'oral. On lui transmet une carte en main propre et ça nous permet aussi de bien expliquer le dispositif, être sûr qu'il a bien compris. Notamment le fait que ce ne soit pas un dispositif d'urgence, qui ne s'en sert pas pour ça. Et donc on passe par les établissements scolaires et les 6 établissements de notre territoire sont partenaires de ce dispositif. Il y a 4 collèges, un lycée, une MFR, et on intervient chaque année dans tous les établissements scolaires pour présenter le dispositif aux élèves. Et ils sont partie prenante du dispositif et de son évolution, ils font partie du COPIL. Et là, récemment, on a eu beaucoup de nouveaux directeurs d'établissements arrivés. Donc, on est en train de retravailler le dispositif avec eux, et notamment le format d'intervention auprès des élèves pour que ça leur corresponde aussi. En fait, on le fait évoluer à chaque fois que quelqu'un intègre le réseau. Bah, ça nous fait un regard neuf voilà, on fait en sorte que tout le monde s'y reconnaisse et que tout le monde adhère. Donc, un dispositif, si j'entends bien, qui, pour que ça fonctionne, il faut un peu de temps au début, presque une année pour le monter. Il faut que ce soit une priorité pendant un an. Ouais. Et après, ça se rôde et ça devient beaucoup moins chronophage. Pour vous, les atouts de cette coopération, qu'est-ce que ça a permis? Vous avez parlé de rapport de confiance qui s'était installé, notamment. Oui, ça a permis plein de choses. Ça a d'abord permis pour nous de pouvoir répondre à ces questions-là, parce qu'on n'avait vraiment aucun jeune qui osait pousser la porte du SIG pour parler de leur intimité, et on les comprend. De faire en sorte qu'ils n'aillent pas sur Internet pour s'informer. On sait tous les dérives qu'il peut y avoir. Là, on leur donne accès à une information fiable et surtout individualisée. On leur demande leur âge et leur sexe pour que la réponse qu'on leur donne soit vraiment adaptée à ce qu'ils ont besoin. Ça a permis une vraie collaboration avec les établissements scolaires. Et tu m'as dit une montée en compétences aussi. Et voilà, une interconnaissance et surtout une montée en compétence de tous les professionnels du territoire. Parce qu'en fait, pour être concret, on est à plusieurs à lire une question et chacun apporte la réponse avec sa vision des choses, son expertise. Et par exemple, un animateur jeunesse va pouvoir expliquer à une psychologue que ça, c'est du jargon professionnel et que le jeune ne va pas comprendre. Donc, on adapte la réponse en fonction de ça. Une assistante sociale va pouvoir expliquer aux autres professionnels quels sont les mécanismes de protection de l'enfance. Et du coup, en étant dans le concret et dans une réponse commune et dans nos échanges, on monte tous en compétence à chaque fois. Très bien. Merci de nous avoir fait ces coups de projecteur. Des réactions et des questions via le chat. Alors, sur le projet The Box, on vous demande combien de jeunes ont été accompagnés depuis sa mise en place. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de jeunes ont été accompagnés? Oui, parce que j'en ai fait un hier, donc 226. 226 ouais. Pour 22 professionnels qui se renouvellent. Oui. Autre question, alors j'essaie de lire. Les rencontres, en ce qui concerne les rencontres régionales, si je comprends bien, est-ce qu'elles sont ouvertes aux
Collectivité. Alors, les rencontres, elles mobilisent avant tout les professionnels du réseau. On a toujours un temps d'inauguration qui est un petit peu plus ouvert, qui a lieu en fin de journée le premier jour, enfin le jeudi. Voilà. Donc les collectivités, ça serait peut-être le jeudi. Après, je pense que là, pour pas avoir une réponse définitive et fermée, comme je le disais, hein, le CRIJ a aussi des coordinateurs départementaux et je pense que le premier interlocuteur, s'il y a justement cet intérêt par rapport au réseau, c'est de pas hésiter à prendre contact avec nous, avec le coordinateur du réseau et puis on voit comment les choses peuvent se passer, quoi. Super. Alors, on me pose autre question. Lucie, vous pouvez peut-être me le dire à l'oreille parce que... Alors, j'espère qu'on m'entend bien. On nous demande plus d'infos, effectivement, aussi sur comment mobiliser le CRIJ ou les membres de son réseau. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre site, à la fois le site en direction des jeunes et celui en direction des pros, il y a une cartographie de toutes les SIG qui existent en Bretagne. Donc là, déjà, le contact peut aussi se faire directement avec les structures référencées. Et puis, autrement, il suffit de nous appeler. Voilà, sur le site aussi, il y a le mail, le téléphone, et on est vraiment en réponse. On a aussi un chat qu'on retrouve à la fois sur le site jeune et le site pro, qui permet d'avoir, alors sur des créneaux horaires, hein, soit une réponse dans l'immédiat ou en différé. Ouais. Très bien. Une autre question? Comment essaimer les projets comme The Box sur les autres territoires? C'est vrai qu'il faut déjà il faut être convaincu de son utilité et après du coup réussir à convaincre et parfois à rassurer. Tous les acteurs n'ont pas forcément adhéré tout de suite, notamment les associations de parents d'élèves ou les conseils d'administration qui avaient peur d'être destitués de leur rôle parce que les jeunes allaient plus s'adresser à The Box qu'à eux. Et on les a tout de suite rassurés en leur disant que nous, notre objectif, c'était au contraire d'être un pont entre eux et leurs enfants. Et très régulièrement, si ce n'est systématiquement, quand on répond aux jeunes dans The Box, on les invite à en parler à leurs parents, on leur donne des conseils pour en parler plus facilement à leurs parents et on les rassure sur le fait que les choses vont être bien prises et voilà. Et on est facilitant dans le rôle parental. On n'est pas du tout contre. Voilà. Et ce que vous m'avez expliqué en préparant cette émission, c'est que finalement, vous permettiez, en étant tiers extérieur, qui pousse les portes, même au sein de l'établissement, je sais pas, d'une infirmière, d'une assistante sociale, alors qu'ils ne l'auraient pas fait parce que par méconnaissance. Oui, et vous permettez cette approche, cette légitimité. Oui, tout à fait. Ça peut paraître paradoxal parce qu'ils sont dans cet établissement tous les jours, mais on s'est rendu compte que, par exemple, ils avaient besoin de se sentir légitimes à pousser ces portes-là. Pour l'assistance sociale, certains ne savent pas quelles sont ses missions, pour quelles raisons ils peuvent vraiment aller le voir. Comme il est sur plusieurs établissements, on leur dit aussi quel jour il est dans leur établissement, dans quel bureau. Et comme il est dans le réseau The Box, voilà, parfois ils peuvent nous dire aussi ah bah tiens, la situation qu'on a traitée il y a 15 jours, le jeune est venu nous voir, tout en respectant l'anonymat, mais ils vont les voir en disant je viens de la part de The Box. Et ça les aide, c'est un peu comme s'ils arrivaient avec une carte de visite, une entrée vive, je ne sais pas, mais ça permet ce lien. Et ça peut être pareil pour les infirmières scolaires où ils ne vont pas peut-être tout de suite penser à elles pour parler de prévention de sexualité ou de parler des règles. Ils y vont facilement peut-être pour de la bobologie ou quand ils ne se sentent pas bien, mais nous, on les oriente régulièrement vers les infirmières scolaires en leur disant mais c'est aussi une personne à qui tu peux parler de ça. Donc, essaimer, c'est prendre le temps et en faire une priorité. Oui. Et avoir tous les partenaires. Oui. Et être dans la rassurance et voilà. Ne pas faire sans eux. Voilà. Et bien sûr, ne jamais faire contre et intégrer le plus de monde possible dans la construction.
On a construit ce projet ensemble et c'est ce qui fait que maintenant, on le porte tous sur le territoire. Ce n'est pas le SIG qui l'a construit et qui l'a après imposé ou proposé aux villes. C'est quoi le rôle du SIG dans la coordination du projet? Donc nous, on s'occupe de l'organisation des comités de lecture, de l'inscription des professionnels, on récupère les messages, on les renvoie, on s'occupe de la com et on s'occupe de l'intervention dans les établissements scolaires. À l'origine du projet, on avait envisagé que tous les professionnels tournent vers la présentation. Et finalement, on est revenu dessus parce qu'on ne voulait pas colorer le dispositif. On a par exemple la police municipale de Janvier, on a voilà, les assistantes sociales. Si ces professionnels-là étaient intervenus, forcément, dans la tête des élèves, The Box, c'était plus pour telle ou telle question. Nous, la chance qu'on a au sein du SIG, c'est qu'on est très généraliste. Donc, c'est facile pour nous de faire passer le message que The Box, c'est pour toutes les questions. Il n'y a pas de tabou et il n'y a pas de limite, en fait. Ça vous fait réagir, en tout cas, vous avez dit ça avec attention. Ben oui, je me dis que tout ce qui est au-delà de l'initiative, qui est vraiment super et exemplaire, ça reflète bien, je trouve. Quand tu dis on est généraliste, c'est vrai que c'est cette porte d'entrée qu'on peut aussi avoir et qui peut être facilitante pour le montage de projets avec d'autres partenaires qui vont peut-être plus avec une spécialisation. On va des fois renvoyer vers eux et puis on peut être aussi un petit peu à la croisée de toutes ces spécialités, quoi. C'est vraiment intéressant. Vous diriez, au nom du CRIJ, du SIG, aux personnes que du coup la collaboration, la coopération, elle a le sens quand on entend ce genre de dispositifs qui sont mis en place et il n'y a pas de limite, à la limite, ne serait-ce que de se connaître mieux. Ah ben oui. Et puis je réagissais tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on apprenait aussi. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on est dans cette dynamique de coopération, on devient nous-mêmes plus on monte en compétence, meilleure connaissance aussi de chaque interlocuteur du territoire, donc c'est vraiment tout bénef, quoi. Ce qui est intéressant, juste pour qu'on donne les 22 professionnels, les 22 compétences, on peut avoir un ordre d'idée pour se rendre bien compte de la richesse et de la diversité. Oui, donc il y a des assistantes sociales du CEDAS, des psychologues du Point Accueil Écoute Jeunes, des infirmières du Centre médico-psychologique, infirmiers du XAPA aussi, de Vitré, des éducateurs de la base, le service numérique du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. On a aussi 2 psychologues et une musicothérapeute libérale, donc la police municipale de Janzé et les animateurs jeunesse du territoire. J'espère que j'en ai pas oublié. Donc, ça fait vraiment une diversité de professionnels qui se mettent tous ensemble pour répondre à des problématiques, à des thématiques. Et même si parfois ça va un peu loin, vous m'avez dit, il peut y avoir des situations compliquées. Mais oui, tout est bien rodé maintenant. Oui, parce qu'on a mis en place. Alors, la première situation alarmante, nous a quand même un peu déstabilisé, il faut l'avouer. Mais depuis, on a mis collectivement en place un protocole de gestion des situations d'urgence. C'est-à-dire que si on estime le jeune en danger, on envoie déjà, on convoque un comité de lecture exceptionnel. Encore une fois, c'est jamais le SIG qui prend la décision seul. Nous, on repère parce que nous, on est en veille tous les jours sur la boîte The Box. Mais ensuite, on convoque un comité de lecture exceptionnel et c'est collectivement qu'on prend la décision de transmettre le message au parquet ou pas. Si le collectif prend la décision, c'est envoyé au parquet, c'est le parquet qui décide de lever l'anonymat ou pas. C'est pas nous. À chaque fois, ils ont suivi notre inquiétude et ils ont levé l'anonymat, ce qui fait que notre gendarmerie de secteur, Janzé, peut saisir l'opérateur téléphonique et connaître l'adresse postale du propriétaire de la ligne. Et ils interviennent au domicile du jeune avec une assistante sociale pour évaluer la situation et, si besoin, mettre le jeune en protection. Voilà.
Donc, c'est pas forcément la première fois, ça doit faire un petit peu bizarre. Et oui, les réactions des jeunes, après, c'était OK? Oui, alors déjà, dans notre protocole, j'ai oublié de le dire, mais on prévient toujours le jeune parce qu'on s'inquiète pour lui, on a transmis son message aux autorités compétentes et qu'ils vont venir l'aider, mais aussi aider sa famille. Et on est aussi transparent avec les jeunes quand on explique ce que c'est The Box. Et ils le comprennent très bien. On parle de la non-assistance à la personne en danger et ils le comprennent très bien, même si c'est jamais facile et qu'on remarque qu'une fois que le jeune a réussi à confier ce qu'il vit, ce qui était une étape extrêmement courageuse, bien sûr, souvent il se referme et on n'a plus de contact avec lui. Et c'est pour ça qu'on est obligé de transmettre au parquet. Juste pour qu'on se rende bien compte, sur l'ensemble des messages, on s'arrêtera là, 50%, plus de 50% sont des discussions au long cours. Oui, c'est des discussions. Souvent, ils ont aussi besoin d'être en confiance, en fait. C'est comme dans les relations physiques. Enfin, en animation jeunesse, on connaît bien ça. Le lien de confiance se tisse sur le temps entre l'adulte et le jeune. Dans The Box, c'est pareil. Et souvent, ils commencent par des petites questions un petit peu anodines avant de nous parler du vrai sujet. Donc, ils ont besoin d'attendre, d'avoir confiance. Merci à toutes de nous avoir présenté ces projets, la manière dont vous fonctionnez, comment est-ce qu'une coopération peut aboutir dans de bonnes conditions. Donc, vous étiez les premières. Merci beaucoup, c'est tentatif de faire le baptême du feu. Merci à tout le monde. Alors, nous arrivons à la fin de ce premier coop jeunesse. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Alors, si vous avez apprécié la formule, n'hésitez pas à nous retrouver le mois prochain. Le mois prochain, ce sera le 12 avril, toujours à 13h30. Et nous traiterons du réseau Habitat Jeune en Bretagne. Si la formule vous a également séduite, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et autour de votre réseau. Merci à toutes et à tous de votre participation, de ce premier numéro, d'avoir été derrière vos écrans. Et on vous dit au mois prochain. Merci, au revoir.